des forces russes, de telle sorte que la France n'aurait que, je sais pas moi, 100 ou 150 envoyés, 100 divisions, au lieu de 200 au début. Bon. C'était une remarque de bon sens. Herriot avait fait cette remarque, vous savez, le dirigeant radical. Alors Herriot, il avait plein d'envie, il était très cultivé, il était agrégé d'histoire, et par conséquent, il connaissait bien la question russe et la question allemande du point de vue militaire, il était très inquiet, mais le problème c'est qu'il n'avait ni les forces ni la volonté vraiment de faire autrement. L'eût-il eu d'ailleurs, peut-être lui serait-il arrivé ce qui est arrivé à Barthou. Donc Herriot a commencé en 1924, il a reconnu l'URSS exactement pour ce motif. Bon, avec un autre en plus parce que il était partisan d'un petit peu de commerce avec les soviets. Il s'est heurté à un mur, car on peut avoir une discussion sur l'interprétation. La discussion sur l'interprétation, c'est que on peut se demander si le refus de l'assistance soviétique, le refus de l'alliance de revers, reposait seulement sur un anti-bolchevisme résolu. Si vous voulez, la haine contre l'Union soviétique, on ne peut même pas imaginer ce que c'était. Si, c'est à peu près la même que contre les salopards en casquette, donc on peut très bien imaginer finalement. Hein. Bon, la Banque de France, elle était déchaînée. C'est-à-dire que quand on parlait d'URSS et de commerce avec l'URSS, elle montait au créneau. Il faut voir quand même que la Banque de France, organisme fort distingué, n'appelait l'URSS que les soviets. Vous voyez, ça se fait pas quand même, c'est pas très distingué. Donc, à chaque fois qu'il était question d'alléger les difficultés de la crise, elle disait on va pas, impossible de commercer avec ces voleurs d'or, etc. Donc, la Banque de France menait la danse, comme disait d'ailleurs très bien l'ambassadeur d'Allemagne et ses divers acolytes et ses divers auxiliaires. Et donc, on ne voulait pas, les milieux financiers ne voulaient pas de cette alliance. Mais quelques hommes politiques se sont obstinés. Je ne vous parle pas du peuple pour l'instant, je vous parle des élites, puisque mon sujet c'est les élites. Par exemple, Barthou. Barthou, cet homme de droite, mais qui pensait comme avant 1914, qui avait le sens de la solidité des frontières finalement. Hein. Barthou s'est mis à changer un peu d'avis. J'explique dans quelles conditions ça lui a coûté la vie. Vous direz, mais oui, c'est les Oustachis. Pas du tout, c'est Berlin qui a décidé l'affaire. Et très vraisemblablement, je le montre évidemment parce que voilà une série d'énormités. C'est quand même Berlin qui l'a fait assassiner avec des Oustachis, et Laval était dans le coup. De sorte d'ailleurs qu'il s'est retrouvé ministre des Finances dès le lendemain, parce que les Allemands ont dit, oh là là, celui-là on l'aime, on va le faire ministre des Finances tout de suite, ministre des Affaires étrangères tout de suite, ce qui a été le cas. On a donc signé avec l'URSS un chiffon de papier. Je montre comment c'était un chiffon de papier. C'est-à-dire que jamais il n'a été question, alors l'armée a joué un rôle, qui n'est pas non plus un rôle dirigeant, mais si vous voulez, elle a joué un rôle dans la partition. Il faut voir quand même les rapports de l'armée, il faut les rapports de cette armée pleine de morgue, qui ne supportait pas que des généraux fussent d'anciens laveurs de vaisselle. Parce que les généraux de l'Union soviétique étaient d'anciens laveurs de vaisselle pour un certain nombre d'entre eux, et expliquaient que ces crétins qui ne savaient qu'exécuter, qui savaient à peine lire, que ces crétins ne comprenaient rien à la guerre alors que nous, on n'avait rien à apprendre d'eux. J'ai l'air d'exagérer, vous verrez les rapports. Hein. Alors, vous voyez, on fait de l'histoire pas avec ce qui va suivre, mais quand même, vu compte tenu de ce qui a suivi, c'est assez savoureux. Donc les militaires ont mis leur grain de sel dans la partition. Mais les militaires ne sont pas fondamentalement responsables de ce choix. Hein. Pensez par exemple que Schneider, dans ses accords de cartel avec Krupp et divers, avait accepté que Skoda n'eût pas de marché en Union soviétique. Donc c'était un accord de cartel, c'était pas de l'idéologie. Hein. Admettons qu'il l'ait fait par idéologie, enfin il l'avait fait en termes économiques. Donc il n'a pas été question. Vous me direz quand même on a failli. Puis finalement, si on l'a pas fait, c'est à cause de cette affreuse épuration de l'armée rouge, Tukhachevski. Alors, autre énormité, bon, je montre, je sais bien que l'Union soviétique a réhabilité Tukhachevski, c'est sa responsabilité, hein. Bon, elle a réhabilité tout n'importe qui. Mais je suis désolé, Tukhachevski ne méritait pas d'être réhabilité.
c'est clair, c'est net, c'est dans les rapports militaires, et de manière croisée tellement ferme, j'ai failli faire s'évanouir un ancien soviétique il y a un an, quand je lui ai raconté l'affaire Tukhachevski. Il ne croyait pas, il me disait le soi-disant complot. Je lui disais, cher collègue, parce que c'était un universitaire, c'est pas un soi-disant complot, je lui dis c'est un complot. C'est-à-dire qu'une partie de l'armée rouge a négocié avec la Wehrmacht et a promis en plus de lui céder l'Ukraine. Bon, il voulait pas me croire. Je vous assure qu'en me disant, vous serez tenté de me croire. Hein, bon. Donc, l'affaire Tukhachevski n'a rien changé. Elle a donné un nouveau prétexte. Puis alors, vous savez, il y a toujours des sortes de ravis, comme on dit, hein, dans le Midi, qui viennent dire la vérité, mais personne ne les croit. On les voit fous. Alors, on avait quelques ravis, hein, qui étaient encore vivants. Il y en a un à qui je rends hommage, parce que moi je rends toujours hommage aux minoritaires, je ne sais pas si c'est une vocation. Pallas, notre attaché militaire. Voilà un gars, je ne comprends pas d'ailleurs pourquoi ils l'ont laissé jusqu'en 1940 en Union soviétique. Il a passé son temps à sillonner l'Union soviétique, puis si vous voulez, on ne lui faisait pas voir des villages Potemkin, hein. Il se baladait, il se voyait forcément, il avait des yeux, et on ne le guidait pas partout. Bon, quoi qu'on dise. Il voyait l'Union soviétique devenir de plus en plus puissante d'année en année, c'est-à-dire que, vous savez ce qu'il faisait? Il suivait les chemins de fer. Il voyait bien que d'année en année, les chemins de fer se développaient, que voilà, on se mettait à faire une deuxième voie dans le transsibérien, alors qu'il disait d'ailleurs on n'a même pas besoin de voie dans le transsibérien, ils sont en train de construire une industrie telle qu'ils n'auront plus besoin des navettes entre l'Occident et l'Orient pour équiper leur armée orientale, c'est-à-dire l'armée qui devait intervenir contre le Japon. Hein. Bon. Et donc il n'arrêtait pas de dire, et alors vous pensez ce que ça lui valait au haut état-major, il n'arrêtait pas de dire, mais finalement cette armée est bien mieux depuis l'affaire Tukhachevski. Alors il est resté, on ne sait pas pourquoi, mais heureusement pour l'historienne que je suis, puisque avant on s'en était pas servi, il a montré que l'Union soviétique était invincible. C'est-à-dire que si on venait mettre les pieds chez elle, on prendrait une déculottée. Et il disait, mais on n'a pas d'autre solution, c'est-à-dire qu'il faut passer une alliance avec elle. Il n'était pas le premier à le dire, hein, y compris chez les militaires. Vous pensez, les autres étaient en train de comploter parce que je vous ai parlé de la cagoule civile, mais ce que je ne vous ai pas dit, c'est encore une autre énormité, c'est qu'évidemment il y avait une cagoule militaire et qui la dirigeait, Pétain et Végan. Vous voyez, donc une paille. Donc vous imaginez comme ils préparaient l'alliance militaire avec les soviets, ces bonnes gens. Donc, bien entendu, il a tonné le pauvre malheureux dans le vide. On lui a fait beaucoup de misère. Mais on l'a laissé en poste, ce qui nous donne des informations très précieuses. Et donc l'Union soviétique, elle a avalé toutes les couleuvres. C'était pas des couleuvres d'ailleurs, c'était des boas. C'est pas parce qu'elle était particulièrement fière, c'est parce qu'elle avait le sens, je dirais, national, c'est-à-dire qu'elle se disait, elle était pas bête, elle non plus, elle était comme Herriot. Elle disait, grand Dieu, si j'ai une alliance, bon, on peut supporter une guerre si j'ai une alliance, c'est-à-dire que si j'ai une alliance et que la guerre intervient, bah, il y aura la moitié des troupes soviétiques et des troupes allemandes du côté occidental, il y aura la moitié chez moi, donc finalement c'est jouable. C'est là-dessus que l'Union soviétique, et tout le monde l'a su attabler, hein. Bon, évidemment, on l'a traité comme un cochon. On l'a particulièrement traité comme un cochon au moment de la guerre d'Espagne. On lui a fait avaler toutes les humiliations possibles. C'est pas grave, elle a continué à proposer. Bon, entre Munich et mars 1939, c'était comme si l'Union soviétique était morte. C'est-à-dire que là, elle n'a même plus rien demandé. Hein. Je veux dire, avec le coup qu'on lui avait fait, parce que je ne vous l'ai pas dit ici, mais évidemment, et certains le savent, peut-être même tous, il y avait un accord tchéco-soviétique. Ce qu'il faut bien montrer, ce que je montre dans le livre, c'est que les Français s'étaient arrangés pour que cet accord fût strictement subordonné au leur, c'est-à-dire vide. L'accord tchéco-soviétique ne pouvait entrer en vigueur que si l'accord franco-soviétique entrait en vigueur. Les soviétiques ont passé 2 ans à dire aux tchécoslovaques, écoutez, laissez tomber, il n'y a rien à attendre des Français, ils ne bougeront pas. Et en particulier a commencé le forcing à partir de la remilitarisation de la Rhénanie. Laissez tomber l'aspect actuel de l'accord. Nous sommes pour un pacte bilatéral, vraiment bilatéral, c'est-à-dire qui fonctionnera même si le pacte franco-soviétique ne fonctionne pas. Les élites tchécoslovaques étaient dans une alliance telle avec les élites françaises qu'elles n'ont jamais pu faire ce calcul. Elles ne voulaient pas être sauvées par l'Union soviétique. Je le montre avec des archives sûres et croisées, et d'ailleurs, je dirais que ça ne pose même pas question, ce type d'archives. Hein. Il n'y a même pas besoin de les croiser, elles disent toutes la même chose.
Et donc l'Union soviétique a aidé, a essayé, elle a fait tout ce qu'elle a pu. Elle a réessayé à partir de mars 1939, c'est-à-dire à partir de la liquidation complète de la Tchécoslovaquie. Je le montre. Et je montre que jusque quasiment au dernier jour, elle a été fort sincère dans la volonté de l'Alliance. Quand je dis fort sincère, c'est que j'avance des éléments qui sont formels.